Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et avec Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Depuis l'attaque américano-israélienne contre l'Iran le 28 février dernier, le conflit n'a cessé de changer d'échelle. En répliquant sur les bases américaines dans les pays du Golfe, Téhéran a d'abord étendu la confrontation à l'ensemble du Moyen-Orient. Elle a désormais une dimension mondiale, tant le commerce international des hydrocarbures est bouleversé. D'une part, l'Iran cible les lieux de production de gaz et de pétrole dans les pays du Golfe. D'autre part, la fermeture quasi totale du détroit d'Ormuz perturbe fortement la logistique mondiale. Résultat, les prix des carburants s'envolent partout dans le monde. Pour débloquer la situation, Donald Trump a appelé plusieurs pays, notamment européens, à former une coalition navale de sauvetage à ses côtés. Après une fin de non-recevoir, plusieurs, dont la France, ont finalement revu leur position. Et dans le même temps, le conflit continue de s'élargir sur le plan militaire. Le Hezbollah libanais s'est lancé à son tour dans la bataille le 2 mars en lançant des missiles sur Israël, lequel a répondu par des bombardements et menace désormais d'envahir le Liban. Alors Alain, Jean-Marie, riche semaine, beaucoup d'événements, une escalade du conflit, un enlisement économique. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est pris à son propre piège d'une guerre mal préparée ? Pris à son propre piège, c'est probable, puisqu'il avait qualifié au début des opérations, il y a maintenant près de 3 semaines, il avait qualifié cette opération non pas de guerre, mais d'une excursion. Une rapide excursion. Bon, la rapide excursion s'est transformée en ce conflit relativement ample que vous venez de décrire, Hélène. Alors, ce qui semble le plus étonnant, si vous voulez, c'est qu'il soit surpris, qu'il ait été surpris, lui personnellement, par la réponse des Iraniens. Je ne pense pas que les militaires américains, pas plus que les militaires israéliens, n'ont été surpris par la réponse iranienne, dans la mesure où les Iraniens ont exactement toujours dit ce qu'ils allaient faire s'il y avait des opérations de bombardement sur leur site de missiles ou quel que soit le type d'opération de bombardement contre l'Iran. Ils ont dit, nous pouvons bloquer le détroit d'Ormuz, ce passage qui fait à peu près 10 kilomètres de navigable à la sortie du Golfe et à l'entrée de l'océan Indien. Nous pouvons bloquer le détroit d'Ormuz, nous pouvons tirer sur les intérêts américains, c'est-à-dire les bases américaines ou les intérêts américains au sens large dans le Golfe arabo-persique, c'est-à-dire chez les Arabes du Golfe, là, l'Arabie saoudite, l'État des Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn, Qatar. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les Iraniens ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et donc, je ne pense pas que l'armée américaine a été surprise, pas plus que l'armée israélienne. Sur le détroit d'Ormuz, Trump a semblé véritablement découvrir cette possibilité qu'ont les Iraniens de bloquer, peut-être pas complètement, puisqu'il y a encore des bateaux qui passent quand même, après avoir conclu un accord discret avec les Iraniens, on ne sait pas trop comment, mais il y a des bateaux indiens, des bateaux chinois qui sont passés. Eh bien, il semble avoir absolument découvert l'existence du détroit d'Ormuz et surtout la capacité que cela donnait à l'Iran d'étendre le conflit en faisant exploser le prix des hydrocarbures. Par ce détroit passe à peu près 20% du pétrole qui est consommé dans le monde, mais aussi une partie du gaz naturel. Et rien que pour ce matin, le baril de pétrole est passé en gros en 3 semaines à plus de $100. Et quant au gaz, il a subi une augmentation de 70 à 80%. Le prix du gaz se calcule en mégawatts-heure. Il est passé de 36 € à 54 €. Donc une explosion du prix de l'énergie, pas simplement au Moyen-Orient, pas simplement en Europe, mais aussi aux États-Unis, en dépit des réserves qu'ont les États-Unis, mais aussi ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc voilà, il a semblé découvrir cela. Je pense pourtant que les services américains, son armée, ses conseillers en sécurité lui avaient expliqué ce qui pouvait se passer à Ormuz. Alors là, il y a 2 hypothèses. Soit on lui a expliqué et il n'a pas voulu en tenir compte parce qu'il estime qu'il sait mieux que les autres, soit il a oublié les avertissements qu'on lui a donnés. Et vous savez, son ancien
conseiller national à la sécurité du temps de son premier mandat. Il n'était pas resté longtemps, mais quelques mois. John Bolton expliquait ce matin à la télévision aux États-Unis: je lui ai dit à quoi ressemblait le détroit d'Ormuz lors du premier mandat. Je lui ai expliqué la capacité qu'avaient les Iraniens, en tirant un missile sur un pétrolier, de bloquer la circulation dans le détroit. Je lui ai expliqué que les Iraniens avaient au moins 200 petits canaux, bateaux sur lesquels ils avaient mis des explosifs, des mines ou un missile pour pouvoir perturber la circulation sur le détroit d'Ormuz. Donc soit il a totalement oublié, soit il n'en a pas tenu compte. Et puis, il y a aussi eu la démission cette semaine du chef de l'antiterrorisme américain, Joe Kent, qui a démissionné justement pour montrer sa désapprobation en disant que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Jean-Marie Colombani? C'est un exemple des nominations très contestables qu'a opéré Donald Trump sur beaucoup de postes stratégiques, que ce soit la ministre de l'Intérieur qu'il vient de remercier, la personne qui est chargée de l'ensemble des questions de sécurité, qui n'a pas l'air très compétente non plus. Et ce personnage qui était à la tête de l'antiterrorisme est un personnage MAGA, la frange dure des MAGA, c'est-à-dire la frange antisémite. Parce que dans l'explication que donne cet ancien responsable maintenant du contre-terrorisme, il n'y a pas seulement le refus de la guerre, en disant qu'il reproche à Donald Trump d'avoir engagé une guerre sous un prétexte fallacieux, puisque le prétexte c'était que l'Iran était prêt à attaquer, prêt à toutes sortes d'offensives et ne constituait donc pas une menace imminente, la menace imminente c'est le terme qui a été choisi par Donald Trump, mais qu'en même temps tout ça était le résultat du poids du lobby juif aux États-Unis. Donc on est là dans le texte, dans de l'antisémitisme de base, complotiste de base. C'est un courant de pensée non négligeable, les MAGA antisémites. Mais apparemment ça n'émeut pas plus que cela, en tout cas aux États-Unis. Après, je pense, comme Alain vient de l'expliquer en faisant référence à John Bolton, que Trump, il est tellement, au fond, grisé. Il suffit de voir le contentement qu'il avait à parler de l'armada, la grande armada qui allait se déployer et qui s'est déployée, mais qui ne peut pas aller plus vite que ce qui se passe là aujourd'hui. Donc une confiance absolue dans le fait qu'on est les plus forts, on va en terminer rapidement avec nos ennemis. Mais confiance qui a quand même été relativement douchée puisqu'il a choisi d'appeler à l'aide ses amis occidentaux, alors amis, alliés, voilà. Non seulement ça, mais si les Américains découvrent que une crise économique s'installe à cause de tout cela, je pense que ça confortera un certain nombre d'Américains qui veulent déjà voter démocrate ou contre Trump aux élections intermédiaires. Mais en même temps, là, il peut y perdre énormément et donc il va être obligé de réagir d'une façon ou d'une autre pour ne pas laisser s'installer l'idée qu'il puisse, à travers cette expédition en Iran ou contre l'Iran, être responsable d'une situation économique dégradée et notamment d'un prix du pétrole et d'un prix du gaz qui explose. Le risque de crise économique et même peut-être de choc pétrolier est bien réel, Alain Frachon? Écoutez, on est déjà dedans, si vous voulez, on est déjà dedans. La Banque centrale européenne, par exemple, racontait que, elle était plutôt optimiste pour l'année qui s'annonce. Une croissance relativement faible, mais tout de même frémissante, s'annonçait pour la première fois depuis assez longtemps en Europe, enfin au moins en Europe de l'Ouest. Et il va falloir remettre, non pas l'optimisme au fond de sa poche, parce que ça, ce serait du défaitisme, mais il va falloir tout de même comprendre que oui, les prix des carburants, oui, le prix de l'énergie, oui, tout ça va dans deux sens qui sont de mauvais sens. Retour de l'inflation, couplé avec une faible croissance. Donc c'est un tableau macroéconomique le plus désavantageux qui soit. Est-ce que ça touchera les États-Unis également, qui eux sont sur un rythme de croissance très supérieur à la moyenne européenne, puisqu'ils étaient pour l'année 2026 sur des prévisions qui tournaient autour de 2,5% de taux de croissance. Oui, et ça les touche déjà, parce que oui, le carburant augmente à la pompe, et oui, le marché de l'emploi se dégrade d'après les chiffres officiels eux-mêmes. Et oui, le marché boursier est à la baisse ou ne connaît plus cette espèce d'état d'euphorie qu'il a longtemps connu dans la première année de ce deuxième mandat de Donald Trump. Et oui, la perturbation dans le trafic maritime, partout, oui, va peser aussi sur la croissance mondiale. Alors, ça ne sera peut-être pas une récession, mais ça sera en tout cas une moindre croissance et des difficultés. Et voilà, et l'Europe n'échappera pas à ces difficultés. Donc, voilà où on en est, si vous voulez.
Je pense qu'il n'avait pas du tout l'idée que les choses pouvaient se dégrader à cause de lui, parce que les États-Unis sont autosuffisants en matière d'énergie. Et donc il devait penser que voilà, la puissance américaine suffisait. Et la preuve qu'il commence à être inquiet, je pense, c'est le changement de discours vis-à-vis de la Chine. Où la Chine, il y a un sommet qui est programmé à la fin du mois. Mais qui a été repoussé. Voilà, on ne sait pas quand il aura lieu, mais avec des déclarations américaines qui consistent à dire qu'au fond, les États-Unis vont rechercher un partenariat avec la Chine. On n'est plus dans l'ennemi frontal, l'ennemi principal que ça a été, notamment avec Trump, première manière. Donc il voit bien qu'il va être obligé, non seulement il a appelé les Européens au secours sur le détroit d'Ormuz, mais il va être obligé aussi de modifier son attitude de fond en comble vis-à-vis de la Chine. Donc tout ça ne sont pas des marques de réussite. Il y a l'embarras militaire et puis il y a l'embarras général qui est lié aux actions qui consistaient déjà, qui étaient prévisibles pour nous, parce que de penser qu'il n'avait pour seul atout, pour seule idée, pour seule politique, les tarifs, la manipulation des tarifs et les tarifs imposés au reste du monde, et qu'il a dû reculer, d'ailleurs, il a dû reculer sous le poids, d'ailleurs, de la décision de la Cour suprême, montre bien que, voilà, chaque jour qui passe, davantage nous permettent de mesurer ce qui, probablement, en fin de course, sera un fiasco. Mais peut-être je m'avance trop. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer le retournement de situation des pays européens qui finalement se disent prêts à contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz, alors que précédemment, ils disaient non, c'est pas notre guerre, on va pas y aller. C'est pas un retournement de situation, c'est une démarche en deux temps. C'est-à-dire que les Européens continuent à dire, les Européens, c'est-à-dire aussi bien la France que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne et d'autres pays européens impliqués, consiste à dire, le président Trump en appelle à l'OTAN, mais l'OTAN n'est en rien mêlé à cette guerre. L'OTAN ne s'est pas réunie pour déclarer la guerre à l'Iran, donc nous ne sommes pas concernés et nous ne voulons pas participer à cette guerre. En revanche, dès lors que les choses reviennent à une situation plus calme, on est prêt à contribuer à faciliter ou à garantir la liberté de circulation dans le détroit. Mais encore faut-il qu'elle soit d'abord rétablie, cette liberté de circulation, ce qui suppose soit un arrêt du conflit entre les États-Unis et l'Iran, soit de la part de l'Iran une forme d'acceptation d'une première forme de capitulation. Mais ça n'est pas les Européens maintenant, c'est les Européens contribueront à garantir la liberté, comme ça avait été le cas dans les années 80 d'ailleurs. Dans les années 80, quand il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak, déjà les Européens s'étaient portés garants ensuite de la liberté de circulation dans le Golfe. Mais j'allais dire pratiquement une fois la guerre terminée. Et donc là, on est un peu dans le même cas de figure. Alain Frachon, un mot sur l'OTAN ? C'est assez curieux quand on écoute Trump, Hélène. On a l'impression qu'il parle de l'OTAN comme si les États-Unis ne faisaient pas partie de l'OTAN. Alors, bien entendu, les États-Unis font partie de l'OTAN, si vous voulez. Donc, c'est très curieux, sa manière d'envisager les choses. Il n'a pas prévenu le pilier européen de l'OTAN qu'il allait faire la guerre à l'Iran. Il ne leur a pas donné leur avis. Il ne les a pas consultés. Il ne les a pas réunis. On ne nous a jamais demandé ce que nous pensions de cette guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. On ne nous a pas demandé notre opinion. Nous ne faisons même pas partie, nous ne faisons plus partie des négociations sur le contrôle du programme nucléaire iranien. Et maintenant qu'il est en difficulté, il vient nous demander une aide inconditionnelle. Et pourquoi est-ce que nous avons adopter cette position telle que vient de l'exposer Jean-Marie, c'est-à-dire à condition d'un cessez-le-feu, à nouveau les Européens prendront en charge éventuellement le déminage s'il y a des mines du détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, il nous fait chanter et il l'a dit. Si les Européens ne viennent pas nous aider dans le détroit d'Ormuz, nous n'oublierons pas cela et l'avenir de l'OTAN sera compromis. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a expliqué. Autrement dit, il nous met dans la situation qui consiste à dire « votre guerre contre l'Iran n'est pas la nôtre ». Et lui est dans la situation suivante. Il nous répond « ah bon ? Eh bien, à ce moment-là, la guerre en Ukraine n'est pas la guerre des États-Unis ». Et donc, il nous met en position de chantage permanent en mettant dans la balance l'aide à l'Ukraine. Ça, c'est pour la question du détroit d'Ormuz. Maintenant, je crois qu'il faut dire un mot, une minute, de l'état de la guerre. Où est-ce que nous en sommes ? Parce que probablement, peut-être que s'amorce en ce moment un virage, si l'on en croit les déclarations américano-israéliennes. 90% des défenses antiaériennes et des systèmes de radar de l'Iran n'existent plus. 120 bateaux iraniens, dont sans doute une soixantaine appartenant à la marine de guerre, ont été détruits. 50% de la capacité des lanceurs
des rampes de lancement de missiles balistiques ont été détruits. Ça, cette énumération que je viens de faire, c'est celle qu'a fait hier Benjamin Netanyahou devant la presse. Netanyahou a expliqué, en plus, l'Iran n'a plus la capacité d'enrichir de l'uranium. Enrichir de l'uranium qui permet, au terme d'une longue opération, de monter une ogive nucléaire sur un missile. L'Iran a poursuivi Benjamin Netanyahou, n'a plus la capacité de produire des missiles balistiques. Autrement dit, si on en croit ces déclarations, qu'est-ce qu'il reste à l'Iran? Pas grand-chose. Il reste à l'Iran le détroit d'Ormuz, bien sûr, et c'est important. Il reste à l'Iran les attaques cybernétiques dans le cyberespace. Et il reste à l'Iran les opérations terrorisme. Et on sait que sur le plan politique, toute une partie de la direction iranienne a été décapitée. Alors, on attend l'arrivée sur place de 2500 Marines de l'armée américaine. Bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'emparer de la rive orientale du détroit d'Ormuz? S'emparer au fond du détroit, il y a une île qui s'appelle l'île de Karg, qui est complètement au fond du détroit, entre le Koweït et l'Iran. S'emparer de cette île interdirait toute exportation de pétrole iranien, et y compris même énormément des capacités de raffinage du pétrole dont les Iraniens ont besoin pour faire marcher leurs véhicules, pour leurs propres besoins énergétiques. Un coup de force de ce type, je ne sais pas, mais voilà où nous en sommes. Et c'est certainement une étape que le président Trump, pour en revenir à votre première question, n'avait pas prévue. Pour poursuivre et peut-être finir là-dessus, ce qui concerne le plan militaire des déroulés des opérations, il y a maintenant véritablement un front libanais aussi pour Israël, puisque le Hezbollah est venu au secours de l'Iran début mars. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Marie Colombani, là-dessus? Que les dirigeants du Hezbollah ont fait l'erreur majeure en tirant de façon presque symbolique, parce que c'était peu de choses par rapport à ce qu'Israël a déployé contre le Hezbollah au sud Liban, et donc qui a justifié et permis à l'opération israélienne de se dérouler, et qui met en péril d'ailleurs le Liban lui-même, un moment quand même délicat, parce que c'était un moment de reconstruction du Liban, et un moment d'ailleurs où le personnel politique libanais s'était écarté du Hezbollah lui-même. Le résultat, c'est le sud de la ville et les banlieues qui sont sous les bombes, 1 million de personnes déplacées. Enfin, c'est à nouveau un calvaire pour les Libanais. Mais en même temps, je veux dire, l'état d'esprit du gouvernement israélien de Netanyahou est de considérer que c'est l'occasion ou jamais d'en finir avec le Hezbollah d'un côté, avec le Hamas de l'autre, et principalement avec le donneur d'ordre qu'est l'Iran. Donc Israël est toujours dans cette logique, c'est l'occasion ou jamais, et donc ils vont essayer d'aller au bout de ce qu'ils peuvent obtenir par les armes. Pour compléter le tableau terrible que fait Jean-Marie, il faut dire que la France essaye de faire pression sur Israël pour limiter les opérations, compte tenu du drame, de la tragédie humanitaire que vivent les Libanais, et d'empêcher qu'Israël n'occupe à nouveau l'ensemble du sud Liban pour une période indéterminée. Il y a eu des entretiens ces dernières 24 heures entre les deux ministres des Affaires étrangères, celui de la France et celui d'Israël. Le problème, c'est que nous n'avons plus les mêmes interlocuteurs. Quand je dis nous, c'est les Européens. Nous n'avons plus les mêmes interlocuteurs. À qui parler en Israël? Qui peut être réceptif à un discours d'apaisement au Liban ou de modération des armes au Liban, entre autres? Personne dans le gouvernement de Netanyahou, et moins encore avec les ministres d'extrême droite qui sont dans son gouvernement. Alors qu'auparavant, il y avait une interconnexion évidente entre une bonne part du personnel politique israélien et des autorités israéliennes, des intellectuels, mais aussi des politiques, et aussi d'anciens militaires et les Européens. Tout ça a été balayé par le fait qu'aujourd'hui, le pouvoir de Netanyahou ressemble à un pouvoir absolu, et une coalition qui est une coalition absolument radicale. Donc ça aussi, ça gêne, parce que quand le ministre français va au Liban d'abord, puis en Israël ensuite, il n'a rien d'autre que ces belles paroles à offrir. Donc c'était une situation qui est forcément déceptive. On s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. Merci Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.